Donc nous abordons aujourd'hui l'histoire de la psychanalyse. Alors, pourquoi inclure la psychanalyse dans l'histoire des grands systèmes de pensée? Parce que celle-ci a influencé notre vie au quotidien. Et elle peut surtout aider l'être humain à se libérer de ce que l'on pourrait appeler ses démons intérieurs. Trois auteurs seront particulièrement étudiés aujourd'hui, parce qu'il n'est pas possible, évidemment, de faire le tour de l'ensemble de la pensée psychanalytique. Ces trois auteurs sont, tout d'abord, le fondateur de la psychanalyse, à savoir Sigmund Freud, ensuite Mélanie Klein, et enfin Jacques Lacan, qui lui est un Français. Alors je commence donc par le fondateur de la psychanalyse, à savoir Freud. Je suppose que tout le monde sait écrire Freud, donc c'est F-R-E-U-D, bien entendu. Freud est né en 1856 en Moravie, c'est une région de la Tchécoslovaquie, plus précisément à Freiberg, qui en allemand veut dire la montagne libre. À Freiberg, et Freud est né dans une famille juive. Son père était commerçant, les affaires n'étaient pas très bonnes, et très rapidement, Freud va décider de ne pas suivre la voie paternelle et va faire des études médicales. Il va se spécialiser en neurologie, en neuropsychiatrie. Il fait ses études à l'université de Vienne, dans ce qui est encore à l'époque l'empire austro-hongrois, qui était un grand empire qui couvrait l'Europe danubienne. Il va parfaire sa formation en France, tout d'abord, en 1885. Il suit à ce moment les cours de Charcot, C-H-A-R-C-O-T, qui est professeur donc de neurologie à la Salpêtrière, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et celui-ci travaille sur des cas d'hystérie, et d'hystérie féminine en particulier. Il ne faut pas quand même imaginer que l'hystérie soit un phénomène purement féminin, mais à cette époque-là, on le pensait en tout cas. Vous savez peut-être que le mot hystérie vient du mot utérus. Donc vous voyez, c'était une vision assez machiste, évidemment, qui prévalait à l'époque. À la fin du XIXe siècle, on s'intéresse beaucoup au phénomène de la sexualité. Donc Freud n'est pas spécialement original en la matière. Quelques années plus tard, il va à Nancy, en Lorraine, et la Lorraine à l'époque, depuis le traité de Francfort de 1871, la Lorraine est allemande à l'époque. Elle le sera donc jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il suit les cours d'un professeur qui s'appelle Bernheim, enfin il n'est pas nécessaire que vous reteniez son nom. Ensuite, Freud revient à Vienne et il va s'intéresser, en suivant les pas de Charcot, il va suivre ses pas et il va s'intéresser donc au phénomène de l'hystérie. Il va travailler avec un autre médecin viennois qui s'appelle Breuer, B-R-E-U-E-R, Breuer. Après 5 ans de travail avec ce dernier, il va publier d'ailleurs des études sur l'hystérie. C'est un ouvrage très très important qui précède, ce sont les travaux préliminaires à la fondation de ce qui deviendra plus tard la psychanalyse. Lui-même essaye de comprendre ce qui se passe dans son propre psychisme dans le cadre d'une correspondance avec un de ses amis qui s'appelle Fliess, F-L-I-E-2-S, double S en allemand, Fliess.
C'est ce qu'on appelle son auto-analyse. Par définition, Freud étant le premier psychanalyste, il ne pouvait pas être psychanalysé par quelqu'un d'autre. Donc il a dû s'analyser lui-même. Ses travaux, ses recherches vont d'ailleurs être publiés dans l'interprétation des rêves, publié en 1900. C'est un travail évidemment fondamental. En allemand, c'est die Traumdeutung, donc l'éclaircissement, l'interprétation des rêves. Il va quitter l'étude qu'il menait sur l'hystérie avec Breuer parce qu'il se rend compte que la méthode que ce dernier utilisait, que lui-même utilisait pour soigner l'hystérie, à savoir l'hypnose, ne guérissait pas ou ne résolvait pas les problèmes à long terme. En effet, à partir de l'étude d'une patiente de Breuer, connue sous le nom de Anna O, pour garder son anonymat, Anna O, Freud et Breuer se sont rendus compte que lorsque l'on faisait parler cette patiente sous hypnose, qu'elle parlait des troubles qu'elle avait, eh bien, les symptômes disparaissaient après la cure, après les séances de traitement. Toutefois, ceux-ci revenaient par la suite, plus tard. Et donc Freud a abandonné cette méthode parce qu'il s'est rendu compte que l'on ne pouvait pas faire l'économie du conscient, de la conscience pendant le traitement, parce que la mise sous hypnose évacuait le transfert. Alors le transfert, c'est quoi? C'est le déplacement des sentiments et des ressentis, des vécus qu'un patient a pu ressentir lors du traumatisme initial et qu'il le déplace sur son psychanalyste. Et donc il fallait que ce transfert ait lieu, et il ne pouvait se faire que dans le cadre d'un processus où la conscience était présente. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que Freud va mettre au point la méthode des associations libres, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Surgit la Première Guerre mondiale, qui était extrêmement mal vécue pour tout le monde en Europe, et en particulier pour les Autrichiens. Freud lui-même voit ses enfants, ses fils partir à la guerre. Et au lendemain de la guerre, Freud, on peut dire, connaît un immense succès. Succès, d'ailleurs, qui avait débuté dès 1908-1910, mais dans le cadre d'un cadre extrêmement restreint, qui est le comité des premiers psychanalystes à Vienne. Il va approfondir sa théorie, de nombreux disciples vont le rejoindre, des disciples qui sont originaires de différents pays, des Allemands comme Karl Abraham, des Hongrois comme Sándor Ferenczi. Je vais écrire peut-être ce dernier nom au tableau parce que Karl Abraham, j'imagine, ne pose pas de problème de graphie, mais par contre, Sándor Ferenczi, c'est moins évident puisque c'est un Hongrois. Alors, Sándor Ferenczi. Ça va? Sándor Ferenczi.
c'est en hongrois. Un anglais également qui s'appelle Ernest Jones, et d'autres encore, je ne vais pas tous les citer bien entendu. Freud, dès les années 1910, va essayer de donner un tour institutionnel à la psychanalyse en essayant de l'organiser. C'est ainsi qu'une association internationale de la psychanalyse est créée, l'API, non, l'AIP, excusez-moi. Freud, dans l'entre-deux-guerres, va écrire de nombreux ouvrages. À partir de la fin des années 20 et au début des années 30, il écrit des ouvrages qui nous intéressent ici plus particulièrement dans le cadre du cours de philosophie, parce qu'il s'intéresse au malaise dans la civilisation. Il étudie le christianisme également en tant qu'illusion de l'être humain. Il va s'intéresser également à l'histoire des religions, et c'est pour ça que je vous en parle ici, lorsque, en 1939, il va écrire un ouvrage qui porte sur Moïse et le monothéisme, donc tout à fait à la fin de sa vie. Dès 1938, il doit fuir Vienne, parce que au mois de mars 1938, c'est l'Anschluss, autrement dit, l'Autriche est annexée au Grand Reich allemand d'Hitler, et je ne vous apprends rien en disant que les nazis avaient une politique antisémite, Freud était juif, et donc il n'avait pas d'autre choix que de fuir, plus exactement. Ce sont des psychanalystes qui ont dû récolter de l'argent pour qu'ils puissent émigrer en Angleterre. Sinon, il serait resté là, il aurait fini, pas dans un camp d'extermination, puisqu'il est mort avant la guerre. Il ne va rester en Angleterre qu'un an, et il va mourir d'ailleurs tout au début de la Deuxième Guerre mondiale, au mois de septembre 1930. Si vous voyagez en Angleterre et en Autriche, je vous conseille d'aller voir les deux musées qui lui sont consacrés, à Vienne tout d'abord, près dans le quartier de l'université. Il y a une place qui s'appelle place Sigmund Freud. D'ailleurs, avant l'instauration de l'euro en Autriche, il y avait un billet, je ne sais plus lequel, qui représentait justement le visage de Freud. Et dans ce quartier de l'université, il y a donc un musée qui se trouve au 19 Berggasse. Alors c'est très émouvant, j'ai été dans ce musée, bien sûr, c'était il y a 2 ans, j'ai suivi des cours à l'université de Vienne et je voulais un petit peu entendre cet accent viennois qui est si particulier. Et j'ai été voir ce musée, c'est très émouvant de rentrer dans un lieu où sur le divan, sur un divan, a été fondée une science. Donc vous montez, je crois que c'est au premier étage, vous rentrez dans ce qui est devenu un musée, et vous pouvez voir les différentes pièces où Freud a vécu, et en particulier l'endroit où il recevait ses patients. Je vous ai dit qu'en 1938, il est parti à Londres. Il n'avait pas le choix, il a dû fuir parce qu'il était... Enfin, on l'a fait partir parce qu'il avait plus de 80 ans à ce moment-là, donc il y a eu comment dirais-je, une souscription de tas de gens pour lui permettre de partir. Et il s'est établi à Londres pendant la dernière année de son existence. Et là, vous pouvez voir un autre musée qui est celui où Freud a vécu la dernière année de sa vie. C'est une petite maison entourée d'un jardin qui se trouve dans le nord de Londres et qui se trouve à Maresfield. Et Freud est donc enterré à Londres comme Marx, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc vous voyez que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, a été très longtemps une terre d'accueil à des moments différents face
au pouvoir prussien au XIXe siècle pour Marx, et pouvoir aussi prussien, si je veux dire, allemand, à l'époque du nazisme pour Freud. Vous savez qu'Einstein a dû également partir, lui est parti aux États-Unis, vous pensez bien qu'il était plus que bien reçu, puisqu'il était juif aussi, puisque c'est un des pères de la bombe atomique, comme vous savez, et donc heureusement qu'il était de ce côté-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis. J'en arrive maintenant, après vous avoir donné quelques éléments biographiques, historiques, à la présentation du système de Freud. Alors tout d'abord, je vous ai dit qu'il a abandonné une méthode qui était celle de l'hypnose, parce qu'il se rendait compte que les symptômes ne faisaient que disparaître pour une période limitée et puis qu'ils revenaient. Et que par conséquent, le patient, la patiente n'était pas libéré de ses démons intérieurs, de sa souffrance, autrement dit. La première patiente dont je vous ai parlé, Anna O, prétendait que ces séances étaient un véritable ramonage, puisque c'était tous ces démons qui partaient à l'occasion de ce traitement. Ce que Freud et Breuer avaient, comment dirais-je, conceptualisé sous un terme plus savant, mais qui veut dire la même chose, qui est un terme grec que j'écris au tableau, qui est la catharsis. C'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui, quand on parle de catharsis, ça veut dire l'on veut se purifier. Et parfois même on parle de catharsis collective, à l'occasion d'une fête, par exemple, entre autres choses. Il met au point donc la fameuse méthode des associations libres. Ça consiste en, lorsqu'un patient, et en psychanalyse on ne parle pas de patient, on parle d'analysant, parce que patient, ça vient d'un mot latin, pathie, qui veut dire souffrir. Et effectivement, les gens qui viennent chez les psychanalystes, ce sont des gens qui sont en souffrance, incontestablement, mais le patient doit un rôle actif, il travaille véritablement avec son psychanalyste. C'est pour ça que le participe présent du verbe analyser, donc analysant, est plus adéquat. Le patient n'est pas analysé seulement, il est surtout analysant. Vous voyez, c'est la voix active qui est utilisée, pas la voix passive dans ce cas-là. Donc c'est très très important dans le travail psychanalytique qui se passe sur le divan entre d'une part l'analysant et d'autre part son analyste. L'objectif de la cure est de lever les résistances, parce que lors des associations libres, c'est-à-dire le patient dit tout ce qui lui vient à l'esprit sans chercher à organiser ce qu'il dit d'une manière rationnelle. Le principe même, c'est de laisser aller ses idées. Et les idées qui apparemment se suivent et apparemment n'ont qu'un rapport entre elles, ont nécessairement un rapport entre elles, même si elles appartiennent à un registre tout à fait différent, apparemment, justement. Et donc le rôle de l'analyste est d'essayer de, tout doucement, conduire l'analysant à comprendre les liens dans le langage qui sont symptomatiques du traumatisme initial. Mais il y a des résistances, parce que lorsque vous avez refoulé un traumatisme dans votre passé, dans votre enfance, il y a des blocages qui vont intervenir en cours de cure, en cours d'analyse, parce qu'il y aura des forces, dont je vais vous parler dans quelques instants, qui empêcheront le surgissement du problème, justement.
qu'on appelle des résistances. Donc le psychanalyste sera là pour essayer de lever les résistances, mais en essayant de les analyser, bien entendu, avec son patient, avec l'analysant. Tout ceci se passe dans le cadre du transfert. C'est un mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Le transfert, c'est donc l'ensemble des vécus, des ressentis positifs ou négatifs, sous forme d'amour, d'affection, sous forme de haine, que le patient a pu ressentir jadis, lorsqu'il était enfant, vis-à-vis du père, de la mère, bon, ça c'est la cure qu'il dira, et qui vont être transposés dans la relation analytique, donc entre lui, le patient, et son psychanalyste, et c'est ce transfert qu'il va falloir analyser. Alors la position du psychanalyste doit être neutre, parce que bien entendu, s'il rentre dans une relation affective avec son patient, comment voulez-vous que celui-ci puisse se dégager de sa propre histoire traumatisante? Donc l'analyste doit avoir une position neutre, de telle manière que le patient puisse projeter sur lui, dans le cadre de ces relations, eh bien justement toute une série d'affects, si vous voulez, qu'il conviendra d'analyser. Alors Freud a commencé en fait son travail, je vous l'ai dit, par l'analyse des rêves. Vous vous souvenez de cette publication en 1900, l'interprétation des rêves. Les rêves lui paraissent la voie royale pour comprendre l'inconscient. Remarquez que c'est, je crois, la première fois que j'utilise ce mot-là, l'inconscient. J'ai utilisé le terme de sexualité tout à l'heure, j'utilise maintenant le terme d'inconscient. Ce sont évidemment des concepts clés de la psychanalyse. Et Freud s'est rendu compte qu'en s'analysant lui-même, parce qu'au début, c'est lui-même qui l'a analysé, que dans un rêve, il y a un récit, il y a des images, il y a des sons qui se suivent et qui apparemment n'ont pas beaucoup de sens. Quand on se rappelle d'un rêve au réveil, on a l'impression que c'est une histoire un petit peu folle, quoi. Ça ne tient pas la route, c'est pas rationnel, ce que vous avez vécu dans votre rêve. Alors, ça, c'est ce que Freud appelle le contenu manifeste du rêve. Les souvenirs dont vous allez avoir conscience au moment du réveil. Et lorsque vous allez le raconter dans le cadre de la cure, sur le divan du psychanalyste. Mais derrière ce contenu manifeste, apparent, Freud découvre qu'il y a un contenu latent, un contenu caché, un contenu qui est derrière et qu'il faut essayer de mettre à jour. Et que derrière ces événements, ces images incongrues qui apparaissent dans le rêve, eh bien, il y a autre chose qu'il s'agit de comprendre. Et que ça révèle, justement, le nœud du problème que l'analyste et son analysant essayent de comprendre dans le cadre de la cure, pour lever les résistances et mettre à jour, justement, ce traumatisme initial, ce nœud, ce véritable complexe. Freud étudie également les actes manqués. Pour lui, les actes manqués, c'est un petit peu l'équivalent de ce que j'appelle contenu manifeste par rapport au contenu latent du rêve. C'est le cas des lapsus. Un exemple classique que Freud relève, c'est un président d'une assemblée qui, au début de l'assemblée, déclare que la séance est close, au lieu de dire qu'elle est ouverte. Parce que, justement,
il pressent que ça va mal se passer, et donc il exprime son désir, en fait, que tout soit déjà terminé avant de commencer, et donc c'est donc un lapsus. Faire des lapsus, c'est quelque chose qui est très positif, hein, puisqu'en fait c'est votre inconscient qui s'exprime. Moi, ça m'arrive très souvent de faire des lapsus à titre personnel, hein, et d'ailleurs, quand je revois, et que je réécoute plus exactement certains des films qui sont réalisés ici, ben, je me dis, mais flûte, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Ah, en général, ce sont des lapsus, je dirais, ponctuels concernant des dates et des choses comme ça, mais derrière cela, ce qu'on pourrait appeler de la distraction, il y a certainement, parfois ça n'a pas de grande importance, hein, quelque chose qui se trouve derrière. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai cherché à un moment donné des livres, hein, avant que vous partiez d'ici. Je vous ai dit à un moment donné, mais je cherchais l'autobiographie d'Althusser, je ne la trouve pas. Hein, c'était L'avenir dure longtemps. Et alors, le comble, j'étais venu ici avec plusieurs dizaines de livres, et j'oublie le livre le plus important qui est Le Capital de Marx. C'est quand même le comble, c'est le seul livre à la limite que j'aurais pu montrer. Et c'est justement celui-là que j'oublie. Et il se trouvait devant mes yeux, dans mon bureau, mais je ne l'avais pas vu, vous imaginez. Donc je prends tous les livres, sauf celui-là. C'est manifestement un acte manqué. Maintenant, ce à quoi il renvoie, ça c'est autre chose, ça peut me concerner moi. Donc c'est sans intérêt, je dirais, dans le cadre de ce cours, mais c'est très clair, c'est un acte manqué, vous êtes bien d'accord, j'apporte des tas de livres, et le livre le plus important, le livre capital justement, qui s'appelle Le Capital, je ne le prends pas. Hein, c'est quand même assez particulier, non? Voilà, donc il y a là un acte manqué. Il peut y avoir des tas d'autres actes manqués, et Freud va s'intéresser donc plus particulièrement à la névrose, qui est cet état pathologique donc de souffrance vécue par le patient, et dans la névrose, le psychanalyste va exploiter justement les rêves, les actes mentés pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière tous ces phénomènes psychiques. Alors on en arrive dès lors à des notions fondamentales qui sont celles du refoulement. J'ai utilisé ce terme tout à l'heure, mais il faut bien le souligner. Alors, refouler est un processus inconscient. Il faut bien distinguer le refoulement et la répression. Si vous discutez avec votre chef et que vous vous dites ben, ça je ne vais pas lui dire parce que ça va me retomber dessus par la suite, ce n'est pas un refoulement. Vous vous taisez, vous vous auto-réprimez parce que bon, hein, il faut quand même survivre dans la vie, hein, c'est la lutte pour la vie. Bon. Mais le refoulement, lui, c'est un processus inconscient. C'est-à-dire que des éléments traumatisants vont être rejetés dans votre inconscient, mais ça, c'est pas vous qui le décidez, bien entendu, hein, c'est un processus psychique dont vous n'êtes pas maître. Et vont donc séjourner, c'est une métaphore, bien entendu, dans l'inconscient, et ce sera le rôle, justement, de la cure, de faire ressurgir ces éléments refoulés, hein, donc en levant les résistances. Mais c'est un travail qui peut durer des mois, voire des années. Hein, la psychanalyse, ça peut durer vraiment très très longtemps. Ça dépend évidemment de l'importance du refoulement, du traumatisme, à titre principal. Freud a mis en évidence aussi la notion de censure. Dans le rêve, il y a des éléments qui sont censurés, parce que, on va le voir bientôt, il y a des instances de la personnalité qui vont intervenir, ce que Freud appelle le surmoi. Le surmoi, c'est l'héritier des interdits parentaux. Alors, derrière tout cela, il y a un phénomène que Freud appelle la pulsion. Et alors, on va essayer de comprendre un certain nombre maintenant de concepts, de notions que Freud a mis en évidence dans plusieurs de ses travaux.
allemand, pulsion, c'est Trieb, T-R-I-E-B. Trieb. Alors, la pulsion, aux yeux de Freud, ce n'est pas un simple mécanisme instinctuel. Donc, c'est pas, imaginez la pulsion, vous savez, on dit parfois, il a une pulsion, donc il l'a tué, comme ça. Bon, hein, c'est pas quelque chose de purement mécanique. La pulsion, pour lui, c'est une force inconsciente. C'est une force inconsciente qui vise à se supprimer pour retrouver un état de sérénité. Qui vise donc à se supprimer. Je pense, par exemple, à ce que Ferenczi a pu dire à un moment donné, je crois que c'était Ferenczi, oui, donc un des élèves hongrois, le disciple hongrois de Freud. Il a par exemple montré que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsque deux êtres humains ont une relation sexuelle, eh bien, ce qui se passe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la recherche du plaisir lorsqu'il y a la relation elle-même, c'est la recherche de la sérénité qui viendra après la suppression de la pulsion. Et c'est la fonction de l'orgasme pour Freud et pour Ferenczi également. Donc en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, tant qu'il y a l'acte sexuel, il y a une tension. C'est la notion de tension que vous devez retenir. Et la tension, c'est une souffrance. Et en fait, c'est au moment où il y a l'orgasme qu'à ce moment-là, on retrouve la sérénité après. Mais donc le bien, il se trouve surtout après. Ça va ? Et Freud, je ne sais plus si c'est Freud qui utilise le terme de petite mort au moment de l'orgasme. Donc il y a une sorte de perte de conscience, qui dure évidemment, ou de baisse de conscience qui dure quelques secondes, ce qu'il appelle la petite mort. Et puis après, il y a sérénité. Jusqu'au moment où, après un certain temps, ça peut être rapide, ça peut être long, ça dépend des individus, la pulsion elle-même va reprendre force et vigueur, si je puis dire, cette force inconsciente, cette tension devra à nouveau chercher à se supprimer, et donc voilà, hein, ça recommence. Mais la pulsion, elle sera toujours là. Simplement, pour utiliser un terme trivial, elle se sera, comment dirais-je, en s'étant exprimée lorsque de l'expulsion, à l'occasion de l'organe, chez l'homme ou chez la femme, eh bien, la tension aura chuté et il y aura un sentiment de paix qui va à ce moment-là s'installer. C'est la paix qui est visée en fait à ce moment-là. Entendu ? Alors, Freud a d'abord considéré que cette pulsion, hein, qui s'exprime dans le cadre de ce qu'on appelle la libido, L-I-B-I-D-O, la recherche du plaisir, mais je vous ai dit qu'il fallait comprendre en fait que c'est plus compliqué que cela, eh bien, se trouvait, c'est seulement en 1920, je réfléchis, oui, c'est en 1920, que grâce à l'un de ses disciples qui s'appelait Federn, qu'en face donc de cette pulsion et de cette libido, il y avait une autre force qui était la pulsion de mort. Et c'est à ce moment-là que se met en place son célèbre diptyque, si je puis dire, cette vision bipolaire du psychisme entre d'une part pulsion de vie que lui-même, enfin que son disciple appelle l'éros, E-R-O-S, et d'autre part la pulsion de mort qui vise à l'autodestruction et qui peut s'exprimer soit sous la forme du masochisme, soit s'il y a projection vers l'extérieur sous la forme du sadisme, cette pulsion de mort que son disciple a appelée Thanatos, la mort en grec.
c'est un mot que vous connaissez bien, hein, puisque vous le retrouvez par exemple dans euthanasie, c'est-à-dire la bonne mort. Donc, conflit entre Eros et Thanatos. Mais Freud considère que cette pulsion libidinale est toujours présente, même dans Thanatos, puisqu'il y a quand même recherche d'une satisfaction, même dans cette pulsion de mort. Hein, dans le cas du masochisme et dans le cas du sadisme, il y a quand même une recherche libidinale. Donc on peut dire que ces pulsions ne sont pas aussi opposées qu'on pourrait l'imaginer. Mais tous les disciples de Freud ne l'ont pas suivi dans cette voie. Elle n'a pas été systématiquement reprise, elle a même été contestée par un certain nombre de ses disciples. Alors maintenant, comment Freud considère l'appareil psychique? Il a dû inventer des concepts pour essayer de représenter le fonctionnement de l'appareil psychique. En 1900, dans l'interprétation des rêves, il y avait pour lui 3 instances dans la personnalité, dans le psychisme. Il y avait d'une part l'inconscient, il y avait d'autre part le conscient, et entre les deux ce qu'il appelle le préconscient. Donc, c'est-à-dire, c'est cette zone un peu floue où à certains moments, ce que vous avez en tête est conscient, et à d'autres moments, c'est inconscient, ou c'est presque au niveau de la conscience, mais ça ne peut pas tout à fait surgir, si vous voulez. Il y a un blocage, quoi. C'est à la limite. C'est la frontière entre le conscient et l'inconscient. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, que cette conceptualisation ternaire était insuffisante. Elle n'était pas opérationnelle. Et c'est ainsi qu'en 1923, il a dû revoir complètement ce premier système que dans la littérature psychanalytique on appelle la première topique, T-O-P-I-Q-U-E, la première topique. Topique, ça vient d'un mot grec, topos, qui veut dire le lieu. T-O-P-O-S. Ça va? Enfin, translittéré en français du grec, bien entendu. Hein? Topos. Topos est un mot que vous connaissez sans doute par des mots qui en sont issus en français. Par exemple, pour ceux qui font des mathématiques, la topologie, les mathématiciens ici, hein, la topologie, c'est l'étude des lieux. Hein, la topographie, c'est la description des lieux en géographie, la topographie. La toponymie, ce sont les noms de lieux, par exemple, savoir d'où vient le nom d'un hameau autour de Nivelles, par exemple. C'est une science qui s'appelle la toponymie. Et pensez tout simplement également au terme utopie. Une utopie, ça veut dire un lieu de nulle part. C'est ça une utopie, c'est un lieu de nulle part. Voilà. Je ferme cette parenthèse étymologique, mais c'est parce que ça permet peut-être de fixer plus facilement les choses. Donc, il met donc au grenier, à la cave, la première topique, inconscient, préconscient, conscient, et il la remplace par une autre topique, ce qu'on appelle donc la deuxième topique, la seconde topique, parce qu'il n'y en aura que deux, et cette seconde topique fait intervenir 3 nouvelles instances de la personnalité. 3 nouvelles instances de la personnalité. Le ça, le moi et le surmoi. Notion que j'ai évoquée déjà il y a un quart d'heure, 20 minutes. Donc je répète, le ça, c'est dit A, en allemand c'est das S. Ça va? Vous ne notez pas, hein, sauf les germanistes. Alors, il y a ensuite le moi, das Ich, et enfin le surmoi, das Über-Ich. Alors j'explique ce que ça veut dire, ces 3 mots, ces 3 concepts. Je commence par le ça. Le ça, c'est ce qu'il y a d'impersonnel, d'instinctif chez nous.
c'est ce qu'il y a de primaire, je dirais, ça renvoie même au cerveau reptilien, si vous voulez. C'est l'instinct, quoi. Manger, se reproduire, avoir des relations sexuelles comme ça, direct. Or ça, c'est pas possible en société. Hein, sinon, c'est l'anarchie, il n'y a pas moyen de fonctionner comme ça. Alors, en face de cela, il y a le ir, le moi. Alors, le moi. Le moi, c'est en fait, c'est pas par hasard qu'il a utilisé ce concept-là, quand on dit moi je, en fait, quand vous dites moi je, c'est en fait le résultat d'un difficile équilibre entre votre instinct et d'autre part les interdits sociaux. Donc le moi, il se situe entre le ça et le surmoi. C'est ce difficile équilibre. D'ailleurs que les psychanalystes américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ont tellement mis en évidence, parce que c'est ce qu'on appelle l'ego-psychology, c'est-à-dire viser à ce que le moi s'adapte à la société. Il y a des tas de psychanalystes qui ont dit, mais enfin, le rôle de la psychanalyse, hein, c'est pas de canaliser comme ça les individus pour en faire des robots, c'est-à-dire bien adaptés à la société de consommation. Ça va? Donc, il y a des tas de psychanalystes en France en particulier, qui ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, c'est ce système américain, hein, ils veulent vraiment que l'individu fasse partie du système. Ah, non, pas d'accord. Et puis alors, à côté de ça, vous avez le surmoi, Uber. Alors, le surmoi, il est inconscient comme le ça. Le moi, je vous ai dit, il est entre les deux et c'est la partie consciente de l'individu. Le ça étant l'ensemble des pulsions instinctuelles. Le surmoi, lui, il est inconscient. C'est lui qui a la fonction de censure. C'est l'héritier des interdits parentaux. Dès qu'on est enfant, tout petit, pour vous protéger, les parents, par rapport à l'environnement extérieur et par rapport à vous-même, pour vous permettre de vous adapter quand même à la société, hein, vos parents vous interdisent un certain nombre de choses. Ces interdits sont intériorisés par l'enfant. Intériorisés. Et ils vont rester sous la forme de ce surmoi. Enfin, donc c'est un concept. Alors on va voir maintenant quels sont les différents stades de l'évolution d'un être humain. Freud a mis en évidence tout d'abord, avant de vous parler des différents stades, la notion de principe de plaisir et principe de réalité. Hein, c'est ce que je viens de le voir dans le cadre du surmoi. Le principe du plaisir, c'est de faire tout ce qu'on a envie, et le principe de réalité, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie, hein, parce qu'il y a des contraintes sociales. C'est pas possible. Donc il y a deux principes qui s'opposent. L'enfant, naturellement, dès sa naissance, il est mu par le principe du plaisir. Mais il va être confronté au principe de réalité, bien entendu. Et ça, c'est le rôle des parents, de la mère dans un premier temps, mais surtout aussi du père. Le père ayant un rôle de tiers. Alors, chez Freud, il vivait dans un milieu bourgeois, avec la famille classique, papa, maman, les enfants, et même lui dans un milieu bourgeois, peut-être avec la gouvernante et tout ce que vous voulez, hein, la femme de ménage et tout. Hein, mais, à l'heure actuelle, lorsqu'on parle du tiers, ce n'est pas obligatoirement le père, parce que dans un couple de lesbiennes ou de gays, eh bien, c'est le conjoint de la mère, ou la conjointe, hein, ou le conjoint si ce sont deux gays, il y en a un des deux qui va jouer le rôle du tiers pour couper cette relation fusionnelle qui peut exister entre l'enfant et celui ou celle qui joue le rôle de la mère. Donc ce n'est pas obligatoirement le père en tant qu'homme biologiquement parlant. Vous savez que maintenant, depuis une vingtaine d'années, ça vient des États-Unis, hein, il y a tout un courant sociologique qui s'intitule, hein, qui s'intéresse au genre. Et vous savez que le genre, ce n'est pas le sexe. Le genre est une notion
sociologique. Ça va? Vous avez entendu parler des gender studies, non? Voilà, donc il faut bien distinguer justement le sexe biologique et le genre, parce qu'on peut avoir un sexe biologique et on peut avoir un sexe psychique qui ne soit pas le même. Hein, par exemple, je prends le cas de... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être dans le cas de l'homosexualité, de la transsexualité, etc., puisque maintenant, tout, heureusement, pour les individus, est possible, parce que quand vous pensez que pendant des siècles, hein, dans le cas de la société occidentale, la répression que ces gens ont vu vivre, hein, voilà. Alors maintenant, tout n'est permis qu'entre des personnes adultes consentantes. Hein. Ici, je ne suis pas là pour justifier ce qui est en train d'être révélé un petit peu partout dans le cadre de l'Église catholique. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. Là, c'est évidemment tout à fait inadmissible. Hein. Quand il y a un dominant et un dominé non consentant, hein, c'est inacceptable sur le plan moral et social. Hein, voilà. Donc ici, la psychanalyse ne s'intéresse pas au problème de la morale, c'est pas son job, si je puis dire. Hein. Elle essaye de comprendre et de permettre à celui qui souffre de pouvoir mieux vivre, hein, par rapport à ce qu'il a pu vivre psychiquement à un moment donné. Voilà. Alors, les différents stades que vous voyez peut-être d'ailleurs dans des cours de psychologie du développement, j'imagine, sans doute, je vais les reprendre ici en quelques mots. Alors, il y a tout d'abord, dans l'évolution du psychisme selon Freud, un premier stade qui succède au stade prénatal qui est tellement important, mais auquel on n'a pas accès par définition, hein, c'est-à-dire les mois de gestation dans le ventre de la mère, hein, qui est tellement important, puisque hein, c'est à ce moment-là que se construit déjà toute une série de choses, hein, puisque l'enfant, comment dirais-je, à l'état fœtal, qui succède au stade embryonnaire, après 2 mois, il se trouve dans une sorte de paradis, et des restes d'ailleurs, même si on considère que la mémoire se construit véritablement plus tard, il est certain que ce que certains visent en voulant être dans un état paradisiaque, par l'absorption de drogue éventuellement, ou d'autres choses, ou le sentiment d'être dans un état paradisiaque, eh bien ça remonterait justement au stade prénatal, puisque là l'enfant baigne dans le liquide amniotique. Hein, voilà, c'est un petit peu les images que l'on voit dans le film de Stanley Kubrick, là, Odyssée 2001, Odyssée de l'espace, hein, quand on voit ce cosmonaute et cet enfant, là, vous voyez ce sentiment on baigne, quoi. D'ailleurs, c'est une expression qu'on utilise à l'heure actuelle, hein, quand on dit on baigne. Hein, quand on se sent bien, quoi, on est cool. Hein, voilà. Alors, juste après la naissance, qui, aux yeux d'Otto Rank, qui est un des disciples de Freud, est vécu comme un traumatisme, imaginez, l'enfant qui a un sentiment de, comment dirais-je, même si ça paraît un concept trop évalué. Est-ce que les enfants ressentent vraiment des sentiments? Ça se pose. En tout cas, ils ont des vécus. Ce ne sont peut-être pas des sentiments, mais en tout cas, ils ont des ressentis. Hein? Vous imaginez, hein, on baigne, et puis il y a cette expulsion brutale. Vous imaginez le traumatisme, hein, véritablement. Hein? Et puis, on est expulsé vers le monde extérieur. Hein? Ça doit être traumatisant, hein, on comprend quand même. Hein? Et puis alors, vous vous trouvez donc dans le monde, et aux yeux de Freud, les 6 premiers mois de la vie sont marqués par ce qu'il appelle le stade oral. Le stade oral, c'est le stade où il y a une relation très intime entre le bébé et sa maman, où la recherche du plaisir s'exprime par l'intermédiaire des muqueuses, les lèvres, la bouche, c'est pour ça qu'on parle de stade oral. À ce stade oral succède
une période de plus ou moins 6 mois qui est marquée par l'ambivalence et le narcissisme, mais où se développe déjà de l'agressivité, parce que c'est le moment où se forme, où les dents poussent, et vous savez que ça fait très mal, il faut voir des bébés chez lesquels les dents sont en train de pousser, c'est certainement l'enfer. Vous savez que nous, en tant qu'adultes, on n'y survivrait pas si nos dents poussaient. Hein. On aurait des problèmes cardiaques pas possibles. Vous imaginez, là, c'est terrible ce qui se passe à ce moment-là. Donc on comprend que chez le petit enfant, chez le nourrisson, hein, après cette période où la succion du sein, ben, ça c'est quelque chose où il a un plaisir immédiat, hein, quant à cette succion du sein succède la période où les dents poussent, il y a de l'agressivité aussi, parce que les dents, n'oubliez pas, ont une fonction quand même, c'est manger, etc., mais c'est prendre. Hein, et puis c'est presque, entre guillemets, même si c'est anachronique pour ce que l'enfant peut vivre, mais enfin ça peut être à l'origine une sorte de vengeance. Je souffre, hein, et craque dedans aussi, hein, pour la pauvre maman, hein, qui est en train de donner le sein à ce moment-là. Hein. Ça va? Alors, à cette période-là, cette pulsion sadique qui se développe déjà entre 6 mois et 1 an, va se renforcer dans l'année et demie qui suit et que Freud appelle le stade anal, A-N-A-L, hein, qui vient du mot anus, ça paraît assez évident. Hein, et donc c'est l'époque où l'enfant va devoir apprendre à maîtriser ses sphincters, c'est-à-dire les muscles anaux, et d'un point de vue psychique, c'est très important. Parce qu'il sait que, en fonction de la défécation ou pas, qu'il est capable de produire, eh bien, il fait ou ne fait pas plaisir à ses parents. Donc, c'est un moyen, je dirais, presque de pression sur les parents. Il va apprendre à se retenir, excusez-moi l'expression, pour faire chier ses parents. C'est là que vient l'expression. Tu me fais chier. Une expression courante, et ce n'est pas par hasard qu'on utilise cette expression-là. Ça va? Et donc, quelqu'un qui, justement, maîtrise le sphincter, c'est-à-dire est capable de contrôler, eh bien, il est capable de contrôler son agressivité. Donc, c'est une période importante. Mais vous savez que chier, hein, peut être utilisé d'un point de vue positif dans la formation ultérieure de l'enfant lorsqu'il deviendra adulte. Quand on dit d'un journaliste qu'il a chié un beau papier, mais ça c'est positif. Hein? Donc vous voyez qu'il y a ambivalence, donc ça veut dire que les sphincters, enfin la maîtrise des sphincters ont quelque chose de... On peut faire quelque chose, à ce moment-là l'enfant se rend compte qu'il a un pouvoir sur le monde extérieur, sur son environnement, sur son père et sur sa mère. Il peut autrement dit, c'est pour ça que ce mot est tellement courant dans notre vocabulaire, il peut les emmerder. Mais ça vient de là. Il peut les emmerder, ça vient de là. Vous avez remarqué que ces mots sont quand même très fréquents hein, chez nous. Tu me fais chier, tu m'emmerdes, etc. Ben, ça remonte à la période anale. Sinon, on ne voit pas pourquoi on utiliserait ces mots constamment. Hein. Il y a une explication quand même. Hein. Pas par hasard, surtout que ça existe dans toutes les langues, je vous signale. Hein. C'est pas propre ici. Hein. Hein, il suffit d'entendre un anglais ou un allemand s'exprimer. Hein. On trouve merde en anglais et en allemand aussi. Hein. Ça va, shit, hein, comme vous savez. Bon, par exemple. Hein. Alors, à cette période-là, succède une autre période qui est celle de l'angoisse de la castration que l'on trouve, pour Freud, je dis bien, aussi bien chez les petits garçons que chez les petites filles. Ça s'exprime différemment, mais pour Freud, hein, le petit garçon, ben, face à l'autorité paternelle, peut avoir cette crainte, c'est pas une crainte, c'est une véritable angoisse, c'est anxiogène, hein, que le père lui coupe ses parties génitales, ou plus exactement le pénis, et pour Freud, je dis bien, même chose chez la fille, qui percevrait selon lui l'absence de pénis, non pas comme une absence, mais comme une perte. Elle aurait eu quelque chose et elle l'aurait perdu. Ça va? D'où, selon Freud, l'importance du narcissisme dans la vie adulte chez les femmes qui, symboliquement, de manière symptomatique,
se maquillent, etc., pour symboliquement remplacer le pénis perdu. Oui, je comprends maintenant qu'il y a des visages. Je vous explique, moi, je suis ici professeur, j'enseigne l'histoire des systèmes de pensée. Vous y adhérez, vous n'y adhérez pas. Moi, je suis là pour expliquer un système. Hein. Je ne vous demande pas d'être d'accord sur tout ce que je vous raconte depuis 15 heures de cours. Hein. On est bien d'accord. Moi, j'explique un système. Voilà. Si je devais adhérer à tout ce que j'explique depuis 15 ou 20 heures de cours, mais je serais complètement fou, puisque j'explique parfois des choses qui sont contradictoires d'une semaine à l'autre. Vous êtes bien d'accord? Puisque chacun a un système constitué. Je ne peux pas à la fois adhérer à l'aristotélisme, au platonisme, à Freud, à Marx en même temps. Vous êtes bien d'accord? Bon, mais je crois que c'est essentiel, hein, dans le cadre de votre culture générale, de connaître tous ces systèmes, parce que ça peut vous aider vous-même à comprendre certaines choses, et j'essaie toujours, hein, de vous inciter à lire. C'est en lisant, hein, la lecture est un extraordinaire moyen, enfin le savoir, la connaissance, par la compréhension, d'émancipation de l'être humain. Plus vous comprenez de choses et plus tout vous semble clair progressivement. Et il faut lire dans tous les domaines, tous azimuts. Parce que sinon vous devenez dogmatique, vous allez dire je suis Marx, je suis Freud, et puis voilà, vous allez être complètement coincé pour le reste de votre existence. Voilà. Mais si vous lisez dans tous les domaines, eh bien vous allez voir qu'il y a des tas de leviers qui vous permettent de vous émanciper. Et c'est quand même formidable d'être émancipé psychiquement, socialement, intellectuellement, dans tous les domaines. Enfin, vous ne trouvez pas. Enfin, c'est à ça que ça sert l'enseignement, hein, je vous signale. L'enseignement, ça ne sert pas seulement à trouver un emploi parce qu'on a un diplôme. Hein. À mes yeux, moi je suis un fervent défenseur des humanités au sens classique. Ça va? L'école n'est pas faite pour vous donner une profession. Aussi, peut-être, en surplus, mais c'est d'abord pour former des êtres humains émancipés, qui ne vivent pas dans les ténèbres de l'ignorance. Hein, je vous ai déjà dit, il y a moins de 100 ans que l'école primaire est obligatoire en Belgique. Hein, beaucoup de Belges étaient dans la préhistoire jusqu'en 1914. Je ne parle pas seulement de la Belgique, hein, je parle aussi dans d'autres pays. Hein. Vous savez, hein, par vos cours d'histoire d'enseignement, c'est en 1914 que l'enseignement primaire, je dis bien primaire, devient obligatoire en Belgique. Ça va? En France, il faut attendre 1880 avec Jules Ferry. Vous imaginez, hein, l'humanité sort tout doucement de la préhistoire, tout doucement. La préhistoire, ça ne remonte pas à plusieurs dizaines de milliers d'années. La préhistoire, c'est il y a 100 ans, et la préhistoire existe toujours maintenant. Il suffit de voir l'importance de l'illettrisme. L'analphabétisme n'existe plus dans notre société, mais l'illettrisme, c'est entre 10 et 15%, hein, je vous signale. Donc des gens qui ont appris à lire, à écrire, et qui ne savent plus utiliser, qui n'ont plus de possibilités langagières pour communiquer avec les autres. Ça va ?